Je dormais dans mon taxi depuis 3 mois quand j'ai pris le passager qui a changé ma vie. J'étais au fond du trou, sans abri, fauché, vivant de café de station-service et des pourboires que je pouvais grappiller. Puis cet étranger bien habillé est monté dans mon taxi, m'a regardé dans le rétroviseur et a pâli. « Mon Dieu !» a-t-il murmuré. « Vous ressemblez exactement à mon frère, mais il a disparu depuis 25 ans. » Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires quelle est la connexion la plus inattendue que vous ayez jamais eue avec un inconnu. Et les histoires de famille, de seconde chance et de trouver sa place vous parlent? Suivez cette page pour ne pas manquer la prochaine. Il y a 6 mois, j'avais une vie qui semblait belle sur le papier. Une maison en banlieue, une femme qui souriait sur les photos, 2 enfants qui m'appelaient papa et un travail de gestionnaire d'une petite entreprise de construction qui payait les factures, et même plus. Je n'étais pas riche, mais j'étais stable. J'étais quelqu'un. Puis tout s'est effondré en l'espace de 2 semaines. D'abord, l'entreprise a fait faillite. Notre plus gros client a fait défaut de paiement et nous ne pouvions plus couvrir les salaires. J'ai dû licencier 12 bons hommes qui travaillaient pour moi depuis des années, puis fermer les portes et remettre les clés à la banque. 20 ans de construction, partis en fumée. Ma femme Jessica a appris la nouvelle aussi bien que vous pouvez l'imaginer. Comment as-tu pu ne pas voir ça venir, a-t-elle exigé, arpentant notre cuisine comme un animal en cage. Comment as-tu pu être si négligent avec notre avenir? J'ai essayé d'expliquer l'affaire du client, l'économie, comment ces choses arrivent dans le bâtiment, mais Jessica avait déjà pris sa décision. En une semaine, elle a demandé le divorce et est retournée chez sa mère avec nos enfants, Ella, 8 ans, et Ricky, 6 ans. Je ne peux plus faire ça, Ezra, a-t-elle dit en faisant leur valise. Je ne peux pas vivre avec l'incertitude. Les enfants ont besoin de stabilité. Je trouverai un autre travail. Je te le promets. Je trouverai une solution. Quand? Comment? Tu as 42 ans, sans diplôme universitaire et une entreprise en faillite. Qui va t'embaucher? Les mots ont frappé comme des coups physiques. Mais le pire, c'est qu'elle n'avait pas tort. J'avais bâti toute ma carrière sur une seule entreprise, un seul ensemble de compétences, un seul réseau qui venait de s'évaporer. Je recommençais à zéro à un âge où la plupart des gens pensent à leur retraite. La maison a été saisie. 2 mois plus tard, j'ai emménagé dans un studio qui sentait la cigarette et les rêves brisés. Mais même cela est devenu trop cher lorsque les allocations de chômage ont pris fin et que ma recherche d'emploi n'aboutissait à rien. C'est comme ça que j'ai fini par conduire un taxi. J'avais acheté une vieille Crown Victoria à un type qui arrêtait le métier. La peinture jaune était délavée, de la couleur de la vieille moutarde, 200 000 miles au compteur et un siège passager rafistolé avec du ruban adhésif. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi, et ça pouvait rapporter de l'argent. La compagnie de taxi prenait 60% de mes courses, ce qui me laissait à peine de quoi couvrir l'essence, la nourriture et la chambre de motel hebdomadaire que je louais. Quand même ça est devenu trop cher, j'ai commencé à dormir dans la voiture. 3 mois de cette routine m'avaient épuisé. Je me douchais dans les aires de repos pour routiers, je me brossais les dents dans les toilettes des stations-service et j'essayais d'avoir l'air assez présentable pour que les passagers ne se plaignent pas. Mes vêtements étaient froissés, ma barbe devenait négligée, et je pouvais voir le jugement dans les yeux des gens quand ils montaient dans mon taxi. J'étais invisible de la manière dont les sans-abri deviennent invisibles. Un problème que la société préférerait ne pas reconnaître. Un rappel de la rapidité avec laquelle tout peut s'effondrer. Le matin où j'ai pris Logan, j'étais réveillé depuis 4 heures du matin, garé devant l'aéroport, attendant l'atterrissage des premiers vols. J'avais gagné peut-être $30 en course, assez pour de l'essence et une tasse de café, mais pas grand-chose d'autre. Mon dos me faisait mal d'avoir dormi sur le siège du conducteur, et je commençais à me demander combien de temps je pourrais tenir. C'est à ce moment-là que l'appel est arrivé. Prise en charge à l'hôtel Marriott du centre-ville, direction l'aéroport. Le Marriott était le genre d'hôtel où je séjournais lorsque je voyageais pour affaires, à l'époque où j'avais des affaires pour lesquelles voyager. Maintenant, je me suis arrêté devant le service de voiturier, me sentant comme un intrus, mon taxi déglingué ayant l'air minable à côté des voitures de luxe et des limousines qui desservaient habituellement cette clientèle. Le passager attendait sur le trottoir, vérifiant son téléphone. La quarantaine, costume cher, mallette en cuir. Le genre de posture confiante qui vient de ne jamais avoir à s'inquiéter de son prochain repas. L'aéroport, ai-je demandé alors qu'il se glissait sur la banquette arrière. En fait, changement de programme.
Emmenez-moi au 1500 Market Street, s'il vous plaît. Je me suis éloigné du trottoir et j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur pour vérifier la circulation. C'est là que je l'ai vu me fixer avec une expression que je ne pouvais pas lire. Le choc, peut-être la reconnaissance. Tout va bien? Ai-je demandé. Il n'a pas répondu immédiatement, a juste continué à me fixer comme s'il avait vu un fantôme. Finalement, il s'est penché en avant. Je suis désolé, ça va paraître étrange, mais comment vous appelez-vous? Ezra, ai-je dit, en gardant les yeux sur la route. Ezra? Juste Ezra. Juste Ezra. Pas de nom de famille? J'ai de nouveau jeté un coup d'œil dans le miroir. Son visage était devenu pâle. Écoutez, si vous êtes mal à l'aise, je peux appeler un autre taxi. Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste. Vous ressemblez exactement à quelqu'un que je connaissais. La ressemblance est troublante. J'avais déjà entendu ça. Les gens disaient parfois que j'avais un air familier, que je leur rappelais quelqu'un. Ça arrive quand on a un de ces visages, pas particulièrement distinctif, mais en quelque sorte universel. Ouais, on me le dit souvent. Un de ces visages, je suppose. Quel est votre nom de famille? Je ne sais pas, les mots sont sortis avant que je ne puisse les arrêter. J'évitais habituellement cette conversation, mais quelque chose dans son intensité m'a poussé à répondre honnêtement. Vous ne connaissez pas votre propre nom de famille. Je me suis arrêté à un feu rouge et je me suis tourné pour lui faire face. J'ai eu un accident il y a 25 ans. Traumatisme crânien. J'ai perdu la plupart de mes souvenirs d'avant ce jour. L'hôpital m'a appelé John Doe, mais j'ai choisi Ezra quand je suis sorti. J'ai toujours aimé le son. Vous étiez. Il me fixait comme si je venais de lui dire que j'étais de Mars. Il y a 25 ans. Quel âge aviez-vous? 17 ans, d'après les médecins. Pourquoi? Le feu est passé au vert, mais je n'ai pas bougé. Les voitures ont commencé à klaxonner derrière nous. Mon frère, a-t-il dit doucement. Mon jeune frère a disparu il y a 25 ans. Il avait 17 ans. Et vous? Il a secoué la tête. Vous lui ressemblez exactement, comme il aurait l'air maintenant. J'ai traversé l'intersection, mes mains tremblant légèrement sur le volant. C'est une sacrée coïncidence. Vraiment, s'est-il penché de nouveau en avant. De quoi vous souvenez-vous de l'accident? Pas grand-chose. On m'a trouvé sur une autoroute à environ 50 miles de la ville. Pas de pièce d'identité, pas de portefeuille. Personne n'a signalé ma disparition. La police a pensé que j'étais un fugueur, peut-être en autostop. Le traumatisme crânien a tout effacé avant ce jour. 50 miles de la ville, a-t-il répété. C'est la même autoroute que mon frère empruntait quand il a disparu. Je me suis garé sur le bord de la route et j'ai mis la voiture au point mort. Mon cœur battait la chamade. Écoutez, monsieur Westfield. Logan Westfield. Monsieur Westfield, je pense que vous vous trompez. Je veux dire, quelles sont les chances? Le nom de mon frère était Ezra, a-t-il dit doucement. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis retourné sur mon siège pour lui faire face complètement. Qu'avez-vous dit? Mon frère. Son nom était Ezra Westfield. Il avait 17 ans quand il a disparu. Et vous? Il a sorti son téléphone et a fait défiler des photos. Vous ressemblez exactement à notre père à votre âge. Il m'a montré l'écran. C'était une vieille photo de famille. Des parents avec 2 garçons, l'un d'environ 19 ans, l'autre de 17. Le plus jeune garçon avait mes yeux, mon nez, ma bouche. C'était comme regarder une photo de moi d'il y a 25 ans. C'est impossible, ai-je chuchoté. Vraiment? La voix de Logan était douce maintenant, pleine d'espoir. Pourquoi pensez-vous avoir choisi Ezra comme nom? Ne serait-ce pas que, peut-être, juste peut-être, quelque chose en vous a dit que c'était votre vrai nom? J'ai fixé la photo jusqu'à ce que mes yeux s'embuent. La ressemblance était indéniable, mais mon esprit était en ébullition. Ça n'a pas de sens, ai-je dit. Si j'avais une famille, quelqu'un n'aurait-il pas signalé ma disparition? Quelqu'un n'aurait-il pas été à ma recherche? On l'était, a dit Logan, sa voix épaisse d'émotion. Mon Dieu, Ezra, on n'a jamais cessé de te chercher. La police, des détectives privés, des équipes de recherche.
On a passé des années à essayer de te trouver. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait? J'étais à l'hôpital pendant des mois. Ma photo était dans les journaux. Le visage de Logan s'est assombri. On t'a trouvé à 50 miles de là, dans un autre comté, un autre service de police, d'autres journaux. Et il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Nos parents sont morts dans un autre accident de voiture 6 mois après ta disparition. J'étais à l'université, j'avais à peine la tête hors de l'eau. La recherche est devenue compliquée. Le poids de ces mots s'est abattu sur moi comme une couverture. Vos parents sont morts? Nos parents, a-t-il corrigé doucement. Et oui, ils revenaient d'une rencontre avec un autre détective privé quand c'est arrivé. Ils n'ont jamais perdu l'espoir de te retrouver. J'ai senti quelque chose se fissurer à l'intérieur de ma poitrine. Toutes ces années, je m'étais interrogé sur ma famille, j'avais imaginé des parents qui pourraient me chercher, des frères et sœurs qui me manquaient. Je n'avais jamais envisagé qu'ils pourraient être partis. Je suis désolé, ai-je dit. Je suis vraiment désolé. Ne t'excuse pas. Rien de tout cela n'était de ta faute. Logan s'est penché en avant. Ezra, te souviens-tu de quelque chose? De quoi que ce soit avant l'accident? J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de replonger dans l'obscurité de mon passé. Parfois, j'ai des rêves. Des fragments. La voix d'une femme qui chante. L'odeur de gâteau au chocolat. Un chien, peut-être. Mais les médecins ont dit que ce pourrait être juste mon cerveau qui essaie de combler les lacunes. Maman chantait en cuisinant. Et on avait un golden retriever nommé Buster. Tu adorais ce chien. Un flash de quelque chose, une fourrure chaude, un nez humide, le son d'aboiement, a traversé mon esprit et a disparu. Peut-être. Je ne sais pas, et ça? Logan a sorti son portefeuille et m'a montré une autre photo. 2 garçons construisant un bonhomme de neige, tous deux souriant à la caméra. Noël 1998. Tu avais 16 ans. J'ai étudié la photo. Le sourire du plus jeune garçon m'était familier, mais de la manière dont votre propre reflet est familier. Vous savez que c'est vous, mais vous ne pouvez pas tout à fait expliquer comment. Je veux te croire. Mais et si tu te trompais? Et si ce n'était qu'une incroyable coïncidence? Alors on le saura avec certitude. Test ADN. Ça prendra quelques jours, mais on saura définitivement. J'ai regardé cet étranger bien habillé qui prétendait être mon frère, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. L'espoir. C'était terrifiant. Pourquoi étiez-vous dans un taxi? Vous avez l'air de pouvoir vous permettre un service de voiture. Logan a souri. Le premier vrai sourire que j'avais vu de lui, et il ressemblait tellement au mien. Ma voiture est au garage. Je devais prendre un VTC, mais l'application ne fonctionnait pas. Alors, j'ai appelé un taxi. Si je ne l'avais pas fait. Il a secoué la tête. 25 ans de recherche et je te trouve parce que mon application téléphonique a un bug. Si tu me trouves, ai-je corrigé. On ne sait rien avec certitude pour l'instant. Non, a-t-il convenu. Mais Ezra, j'espère qu'on le saura. J'espère vraiment qu'on le saura. J'ai regardé le compteur, qui tournait depuis tout ce temps. Votre course va être chère si on reste assis ici. Je me fiche de la course, a dit Logan. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Et tu? Ça va? Je veux dire, situation de logement, travail, tout ça. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. Je suis entre 2 logements en ce moment. Le taxi, c'est temporaire. L'expression de Logan s'est adoucie. Tu es sans abri. Ce n'était pas une question, et je n'ai pas nié. Ce n'est pas permanent. J'y travaille. Mon Dieu, Ezra, depuis combien de temps? 3 mois. Écoute, je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité si tu es mon frère. Et même si tu ne le es pas, personne ne devrait dormir dans sa voiture. Je voulais discuter, maintenir le peu de dignité qu'il me restait. Mais j'étais fatigué, si fatigué de faire semblant d'aller bien, de faire comme si dormir dans un taxi était un choix plutôt qu'une nécessité. Que veux-tu faire, ai-je demandé. D'abord, on fait ce test ADN. Ensuite, quels que soient les résultats, on te trouve un endroit sûr où rester pendant qu'on règle ça.
Je ne peux pas me le permettre. Je le peux, a dit simplement Logan. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. J'ai regardé cet étranger qui pourrait être mon frère, qui m'offrait de l'espoir et de l'aide à parts égales, et j'ai pris une décision qui allait tout changer. D'accord. Découvrons qui je suis vraiment. Logan a insisté pour payer une chambre d'hôtel cette nuit-là. Rien d'extraordinaire, mais propre et chaud, avec un lit qui ne m'obligeait pas à me plier en bretzel. Je n'avais pas dormi sur un vrai matelas depuis des mois, et je me suis réveillé en me sentant plus humain que je ne l'avais été depuis des lustres. Il est venu me chercher le lendemain matin dans une voiture de location, et nous nous sommes rendus à une clinique spécialisée dans les tests ADN. Le processus était simple, un prélèvement buccal et quelques papiers, mais les implications semblaient énormes. Résultat dans 3 à 5 jours ouvrables, a dit le technicien en nous remettant un reçu. Qu'est-ce qu'on fait en attendant, ai-je demandé en retournant à la voiture. On enquête. J'ai tout gardé de la recherche te concernant. Rapport de police, coupure de presse, dossier de détective privé. Peut-être que quelque chose te rappellera un souvenir. L'appartement de Logan se trouvait dans l'un de ces entrepôts reconvertis du centre-ville. Briques apparentes, au plafond, le genre d'endroit qui criait le succès. C'était loin du studio que j'avais perdu et à des années-lumière de dormir dans mon taxi. Tu t'en es bien sorti, ai-je dit en regardant autour de moi. Outre l'héritage, j'ai eu de la chance. J'ai créé une société de logiciels juste après l'université. Je l'ai vendue il y a 5 ans. Mais Ezra, si tu es mon frère, la moitié de tout ce que j'ai t'appartient. Nos parents nous ont laissé des parts égales de leur succession. Je ne veux pas de ton argent, ai-je dit rapidement. Ce n'est pas mon argent. C'est notre argent. Nos parents ont travaillé toute leur vie pour construire quelque chose pour leurs fils. Leurs 2 fils. Il m'a conduit dans une chambre d'amis qui avait été transformée en bureau. Sur un bureau dans le coin se trouvait un épais classeur en métal gris, bien usé. C'est ma recherche te concernant. Eh bien, c'était. J'ai arrêté de chercher activement il y a environ 5 ans. Tu as arrêté, ai-je demandé, surpris. Logan s'est assis lourdement dans son fauteuil de bureau. Je devais arrêter. Ça me consumait. 20 ans de pistes, d'impasses et de faux espoirs. Mes relations échouaient parce que j'étais obsédé par la recherche d'un fantôme. Ma carrière en souffrait parce que je passais plus de temps à enquêter sur des signalements qu'à travailler. Il a ouvert le classeur, révélant des sections organisées avec des intercalaires étiquetés, rapports de police, détectives privés, signalements, hôpitaux. Mon thérapeute a dit que je devais accepter que tu étais probablement mort, que continuer la recherche m'empêchait de vivre ma propre vie. Et j'ai essayé, a-t-il dit doucement. Mon Dieu, comme j'ai essayé. J'ai enfermé tout ça et je me suis promis de ne plus l'ouvrir. J'ai commencé à sortir sérieusement avec quelqu'un, j'ai pensé à me marier, j'ai essayé de construire une vie qui ne tournait pas autour de ta recherche. Qu'est-ce qui a changé? Logan m'a regardé avec une expression qui mêlait culpabilité et espoir. Rien n'a changé. C'est pourquoi quand je t'ai vu aujourd'hui, quand tu as dit que ton nom était Ezra, c'était comme si l'univers me disait que j'avais raison de ne jamais vraiment abandonner. Même quand j'ai arrêté de chercher activement, une partie de moi a toujours su que tu étais là, quelque part. Nous sommes restés silencieux un moment. Que s'est-il passé le jour où j'ai disparu? Tu t'étais disputé avec papa. Je ne me souviens même plus de quoi. Quelque chose de stupide, comme le sont toujours les disputes d'adolescents. Tu es sorti en trombe, en disant que tu allais marcher jusqu'à la maison de ton ami de l'autre côté de la ville. C'était la dernière fois que quelqu'un t'a vu. Je marchais? Sur environ 2 miles. Puis un voisin t'a vu monter dans une voiture. Ils n'ont pas pu voir le conducteur ni obtenir une plaque d'immatriculation, mais ils étaient sûrs que c'était toi. Donc, quelqu'un m'a pris en stop. C'est ce qu'on a toujours supposé. La police a enquêté sur tous les délinquants sexuels enregistrés dans un rayon de 50 miles, a vérifié auprès de tous tes amis, a interrogé tout le monde à l'école. Rien. J'ai étudié une carte qu'il avait sortie du classeur, marquée de repères rouges. Ce sont tous les endroits où tu as cherché? Partout. Bâtiments abandonnés, camps de sans-abri, hôpitaux, morgues. On a vérifié auprès des services de police de 6 États, on a posté ta photo en ligne avant même que les réseaux sociaux n'existent. J'ai tracé la carte avec mon doigt, imaginant Logan, un jeune homme à peine sorti de l'adolescence lui-même, essayant de maintenir une recherche tout en pleurant ses parents.
Ça a dû consumer ta vie. C'est le cas. J'ai abandonné l'université pendant un semestre, j'ai failli complètement échouer. Mais je ne pouvais pas simplement passer à autre chose. Pas quand tu étais là, quelque part. Un journal particulier a attiré mon attention. Un adolescent local retrouvé après un accident d'autoroute. La date correspondait à ce que je savais de mon propre accident. C'est ça? C'est toi, ou on pense que c'est toi. Regarde l'endroit. J'ai lu l'article. Un jeune homme de 17 ans retrouvé inconscient au bord de l'autoroute 94, à environ 50 miles à l'est de la ville. Aucune pièce d'identité. Grave traumatisme crânien. La description correspondait à ce qu'on m'avait dit de mon propre accident. Mais pourquoi personne n'a-t-il fait le lien avec ton frère disparu? Le visage de Logan s'est assombri. Parce que la police de ce comté ne communiquait pas avec la police de ce comté. Parce que tu étais répertorié comme John Doe et que nous cherchions Ezra Westfield. Et tes parents sont morts avant qu'on ne puisse faire le lien. J'avais 19 ans, j'essayais de régler leur succession, de ne pas rater l'université et de continuer la recherche. Je n'ai vu cet article que des années plus tard, quand j'ai engagé un nouveau détective privé qui était plus minutieux que les autres. Des années plus tard? 5 ans plus tard. À ce moment-là, John Doe avait été renvoyé de l'hôpital et avait disparu dans le système. Pas d'adresse de réexpédition, pas de numéro de sécurité sociale dans le dossier. Tu étais redevenu un fantôme. Je me suis effondré sur une chaise, accablé. Donc, tu savais la possibilité depuis 20 ans? Je savais pour John Doe depuis 20 ans, mais il y a eu des dizaines de John Doe au fil des ans. Des dizaines de jeunes hommes qui auraient pu être toi. J'ai suivi chaque piste, rencontré chaque possibilité. La plupart étaient des impasses. Qu'est-ce qui t'a fait penser que ce John Doe était différent? Logan a sorti un épais dossier. Le détective privé a réussi à obtenir une copie de tes dossiers médicaux de l'hôpital. Les blessures étaient compatibles avec le fait d'avoir été jeté d'un véhicule en mouvement. Et il y avait autre chose. Il m'a tendu la photocopie d'un rapport médical. La plupart étaient du jargon technique, mais une ligne était surlignée. Le patient a une tache de naissance distinctive sur l'omoplate gauche, en forme de croissant d'environ 5 cm. J'ai passé la main sur mon épaule, touchant l'endroit que j'avais toujours supposé être de naissance. Tu sais pour ça. C'est moi qui te l'ai faite, a dit doucement Logan. Quand tu avais 3 ans, tu es tombé de ton vélo. Je crois que c'est moi qui t'ai poussé, en fait, et tu t'es écorché l'épaule sur le béton. Ça a guéri en forme de croissant. Maman disait que ça ressemblait à une lune. La pièce a semblé tourner. Ce n'est pas possible. Les médecins ont dit que c'était vraiment une tache de naissance. J'ai enlevé ma chemise et je lui ai tourné le dos. C'est ça? J'ai entendu sa brusque inspiration. Oh mon Dieu, Ezra. C'est ça. C'est exactement ça. J'ai remis ma chemise, les mains tremblantes. On n'a pas besoin d'attendre le test ADN, n'est-ce pas? Non, a dit Logan, sa voix épaisse d'émotion. On n'en a pas besoin. Tu es mon frère. Tu es vraiment mon frère. Il m'a embrassé brusquement, et malgré ma surprise, je me suis retrouvé à le serrer dans mes bras. Les résultats de l'ADN sont revenus 3 jours plus tard, mais à ce moment-là, nous savions tous les deux ce qu'il dirait. 99,97% de probabilité de relation fraternelle complète. J'étais Ezra Westfield, le garçon qui a disparu il y a 25 ans. Le frère que Logan n'a jamais cessé de chercher. Je dois savoir ce qui s'est passé, ai-je dit alors que nous étions assis dans le salon de Logan, les résultats officiels étalés sur la table basse entre nous. Logan avait pensé la même chose. J'ai engagé une nouvelle enquêtrice, quelqu'un qui se spécialise dans les affaires non résolues. S'il y a des réponses à trouver, elle les trouvera. L'enquêtrice, une femme aux yeux vifs nommée détective Riley, qui avait pris sa retraite de la police, a pris notre cas avec l'intensité de quelqu'un qui avait vu trop de familles déchirées par des questions sans réponse. Il lui a fallu 2 semaines pour le résoudre. J'ai trouvé votre chauffeur, a-t-elle dit en nous appelant à son bureau un jeudi après-midi pluvieux. Il s'appelait Carl Brennan. Il est mort il y a 3 ans, mais avant de mourir, il s'est confessé à son fils. Logan et moi sommes restés assis dans un silence stupéfait alors qu'elle exposait l'histoire. Brennan conduisait en état d'ébriété cette nuit-là.
Il vous a vu marcher le long de la route et vous a offert un trajet. Vous êtes monté, probablement juste pour vous mettre à l'abri de la pluie. Environ 20 miles plus loin sur l'autoroute, il a perdu le contrôle de la voiture. L'accident. L'accident. Sa voiture est sortie de la route, a fait 2 tonneaux. Il a été éjecté, juste des bleus et des contusions. Vous, a-t-elle fait une pause? Vous n'avez pas eu autant de chance. Traumatisme crânien, inconscient, saignant. Il a paniqué. Il m'a laissé là, a dit Logan sèchement. Il vous a laissé là, a confirmé la détective Riley. Il est rentré chez lui, a déclaré sa voiture volée le lendemain matin. Le temps que la police trouve l'épave, vous aviez été découvert par un automobiliste de passage et emmené à l'hôpital. Et il n'a jamais rien dit. Pas pendant 25 ans. Mais la culpabilité est une chose puissante. Sur son lit de mort, il a tout raconté à son fils. Le fils a porté ce secret pendant 3 ans. Et quand je l'ai retrouvé, il a été soulagé de le dire enfin à quelqu'un. J'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. De la colère envers l'homme qui m'avait laissé pour mort, du soulagement de connaître enfin la vérité, et quelque chose comme une clôture s'installant sur les questions qui m'avaient hanté pendant des décennies. Et les avis de recherche, a demandé Logan. Pourquoi personne n'a-t-il fait le lien? Différents comtés, différents systèmes, et honnêtement, l'enquête sur votre disparition s'est concentrée sur les mauvaises choses. Tout le monde a supposé que vous aviez été enlevé ou que vous aviez fugué intentionnellement. Personne ne cherchait une victime d'accident à 50 miles de là. Donc, c'était juste de la malchance, ai-je dit. De la malchance et un conducteur ivre qui était trop lâche pour faire ce qu'il fallait, a déclaré la détective Riley. Je suis désolé qu'il ait fallu si longtemps pour obtenir des réponses. Après avoir quitté son bureau, Logan et moi avons conduit en silence pendant un certain temps. Finalement, il s'est arrêté dans un parc où nous jouions quand nous étions enfants, bien que je ne m'en souvienne pas encore. Comment te sens-tu? A-t-il demandé. Vide, ai-je dit honnêtement. Je pensais que connaître la vérité me donnerait l'impression, je ne sais pas, d'un achèvement. Mais ça me rend juste triste. 25 ans à me demander et ça se résume à un conducteur ivre qui avait trop peur d'appeler à l'aide. Ouais. J'ai regardé le terrain de jeu, essayant de m'imaginer enfant ici. Logan, et si je ne me souviens jamais? Et si les souvenirs ne reviennent jamais? Alors on en créera de nouveaux, a-t-il dit simplement. Tu es mon frère, que tu te souviennes d'avoir été mon frère ou non. Ça ne change rien. J'ai été sans abri pendant 3 mois. J'ai dormi dans un taxi. Je n'ai même pas de vrai nom de famille sur mon permis de conduire. Alors, on va régler ça. Tout ça. On te trouvera un appartement. On fera changer ton nom légal pour Westfield. On trouvera ce que tu veux faire de ta vie. Je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, a dit fermement Logan. C'est la famille. C'est ce que nos parents auraient voulu. C'est ce que je veux. J'ai regardé cet homme qui avait passé la moitié de sa vie à me chercher, qui n'avait jamais perdu espoir même quand tout le monde était passé à autre chose. Et si je ne suis pas le frère dont tu te souviens? Et si je suis trop différent, trop abîmé? Alors tu es toujours mon frère, juste une version différente de ce à quoi je m'attendais. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel que Logan payait toujours, je suis resté éveillé à penser à l'identité, aux étranges tournants de la vie, à la différence entre la famille avec laquelle on est et la famille que l'on choisit. J'avais passé 25 ans en tant qu'homme sans passé, et maintenant je devais trouver comment être un homme avec un avenir. Quelques jours après que les résultats de l'ADN aient confirmé ce que nous savions tous les deux déjà, Logan et moi étions assis dans son salon, des boîtes de plats à emporter éparpillées sur la table basse. La conversation coulait plus facilement chaque jour, mais il y avait encore des lacunes, 25 ans de vie à combler. Puis-je te demander quelque chose? Logan a posé ses baguettes. Comment c'était de recommencer à 17 ans sans mémoire, sans famille, sans rien? Je me suis penché en arrière contre le canapé, réfléchissant à la façon de compresser des décennies de lutte en quelque chose qui avait du sens. Terrifiant, ai-je finalement dit. L'assistante sociale de l'hôpital a essayé de me placer en famille d'accueil, mais on n'était pas sûr si j'avais exactement 17 ou 18 ans, et le système était déjà surchargé. Ils m'ont donné un numéro de sécurité sociale, m'ont aidé à obtenir mon GED, et m'ont en gros souhaité bonne chance. Mon Dieu, tu n'étais qu'un gamin. Un gamin avec un traumatisme crânien et pas de passé. J'ai d'abord travaillé dans le bâtiment, des petits boulots au noir,
rien d'officiel. Je vivais dans une pension de famille. Mais j'étais doué de mes mains, doué pour comprendre comment les choses fonctionnaient. Logan a hoché la tête, m'encourageant à continuer. J'ai gravi les échelons au fil des ans. J'ai commencé comme manœuvre, je suis devenu contremaître, j'ai finalement été embauché comme directeur dans une entreprise de construction. 20 ans à construire quelque chose, à gagner la confiance des gens. J'étais bon à ça. Gérer des équipes, respecter les délais des projets, résoudre des problèmes. Plus tard, j'ai créé ma propre petite entreprise de construction. Rien d'extraordinaire. Réparation domiciliaire, petite rénovation. J'étais motivé, fiable et je facturais moins que les gars établis. Le mot s'est répandu. C'est incroyable. Bâtir une entreprise à partir de rien. Ça a aidé que je ne savais pas que c'était censé être impossible, ai-je dit avec un sourire désolé. J'ai rencontré Jessica quand je rénovais son appartement. Elle était enseignante, stable, gentille. Elle ne posait pas trop de questions sur mon passé, ce que j'appréciais à l'époque. Quand vous êtes-vous mariés? J'avais 32 ans, elle en avait 27. On a eu Ella 2 ans plus tard, puis Ricky 2 ans après. Ma voix s'est légèrement étranglée. Ils sont tout pour moi. Ella a ce rire qui ressemble à de la musique. Et Ricky collectionne les pierres comme si c'était des trésors. Il a toujours les poches pleines. L'expression de Logan s'est adoucie. Tu les vois. Tous les 2 week-ends, quand je peux me le permettre. Jessica est retournée chez sa mère à environ 1 heure de route. Les enfants ne comprennent pas pourquoi papa vit dans une voiture maintenant. Pourquoi je ne peux plus les emmener au McDonald's. Je me suis frotté le visage avec mes mains. Ella m'a demandé le mois dernier si j'étais malade parce que j'avais l'air si fatigué. Comment expliques-tu à une fillette de 8 ans que parfois la vie s'effondre tout simplement? Tu n'as plus à vivre comme ça, a dit doucement Logan. On peut régler ça. Tout ça. Je sais. C'est juste difficile de croire que c'est réel. Pendant 25 ans, j'ai été Ezra Personne, le gars sans passé, sans famille, sans filet de sécurité. Quand tout s'est effondré, il n'y avait personne à appeler, nulle part où aller. Je me suis habitué à être seul. Tu n'es plus seul, a dit fermement Logan. Et tes enfants, Ella et Ricky, ce sont ma nièce et mon neveu. Ils font aussi partie de la famille. L'idée m'a frappé avec une force physique. Je n'y avais pas pensé. Eh bien, commence à y penser maintenant parce que je veux les rencontrer. Je veux être l'oncle qui les gâte et leur apprend des choses que leurs parents ne veulent pas qu'ils sachent. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui aurait pu être de l'espoir pour l'avenir de mes enfants. Ils aimeraient ça, ai-je dit. Surtout Ricky. Il demande toujours à propos de la famille, pourquoi on n'a pas de famille de mon côté, des grands-parents ou des tantes et oncles comme ses amis. Maintenant, ils en ont. Maintenant, vous en avez tous. 2 semaines plus tard, je me tenais sur le parking d'un restaurant familial à mi-chemin entre l'appartement de Logan et la maison de la mère de Jessica, regardant mon frère arpenter nerveusement à côté de sa voiture de location. Tu es plus nerveux que moi à mon premier rendez-vous, ai-je dit pour détendre l'atmosphère. Je n'ai jamais été oncle auparavant, a dit Logan en redressant sa chemise pour la 3e fois. Et s'ils ne m'aiment pas? Et si je dis la mauvaise chose? Ils ont 6 et 8 ans, pas un conseil d'administration. Sois juste toi-même. La voiture de Jessica est entrée dans le parking, et j'ai ressenti le mélange familier d'amour et de regret qui accompagnait la vue de mes enfants. Ella a bondi la première, ses boucles brunes s'échappant de sa queue de cheval, suivie de Ricky, qui tenait en effet une poignée de pierres. Papa. Ella a couru vers moi et je l'ai prise dans mes bras, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. Salut, ma chérie. Tu m'as manqué. Ricky s'est approché plus prudemment, comme il le faisait toujours dans les nouvelles situations. Papa, qui est cet homme? Je me suis agenouillé à son niveau. Ricky, Ella, je veux que vous rencontriez quelqu'un de très spécial. C'est votre oncle, Logan. Les yeux d'Ella se sont écarquillés. On a un oncle? Vous en avez un maintenant, a dit Logan en s'accroupissant à leur hauteur. J'attendais avec impatience de vous rencontrer tous les deux depuis très longtemps. Papa a dit qu'on n'avait pas de famille, a dit Ricky en étudiant Logan avec l'expression sérieuse qu'il portait lorsqu'il essayait de comprendre quelque chose. Eh bien, parfois la famille vous trouve quand vous vous y attendez le moins, a dit doucement Logan.
Qu'est-ce que tu as là? Ricky a ouvert sa paume pour révéler 3 pierres lisses. Je les ai trouvées près du ruisseau derrière la maison de grand-mère. Celle-ci ressemble à un cœur. Tu vois. Logan a examiné les pierres avec le genre d'attention sérieuse qui a fait rayonner Ricky. Elles sont incroyables. Tu sais, je collectionnais aussi les pierres quand j'avais ton âge. J'en ai encore quelques-unes. Vraiment? Je peux les voir un jour? Absolument. Pendant que Logan et les enfants parlaient, j'ai croisé le regard de Jessica et j'ai fait un signe de tête vers le côté du bâtiment. Elle m'a suivi, son expression prudente mais pas hostile. Il a l'air merveilleux, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à Logan, qui montrait maintenant quelque chose à Ella sur son téléphone. Je sais que tout cela est soudain, mais je voulais te parler des enfants, de la façon dont nous allons avancer. Elle a hoché la tête. Il n'arrête pas de demander de tes nouvelles. Ella voulait savoir pourquoi tu ne pouvais pas venir à sa pièce de théâtre à l'école. Ricky a demandé si tu allais vivre dans ta voiture pour toujours. Les mots m'ont piqué, mais j'ai continué. Comme je te l'ai dit au téléphone, mes parents sont morts il y a des années, mais Logan a insisté pour partager l'héritage avec moi. Je ne voulais pas accepter, mais il a dit que c'était la chose juste à faire, que mes parents l'auraient voulu. Je peux subvenir à leurs besoins maintenant. Un vrai soutien, pas seulement le peu que je pouvais rassembler avant. Je veux être à nouveau présent dans leur vie. Je le veux aussi, a-t-elle dit, et je pouvais entendre le soulagement dans sa voix. Ezra, je veux que tu saches que je ne les ai pas tenus éloignés de toi parce que j'étais en colère. Je les protégeais de te voir. De te voir lutter tellement. Ça les effrayait. Je comprends. Je le fais. Mais maintenant. Elle a souri en regardant Ricky montrer une autre pierre à Logan. Maintenant, ils peuvent retrouver leur père, et ils peuvent avoir un oncle qui les adore déjà clairement. On ne sera jamais ce qu'on était, ai-je dit doucement. Mais on peut être de bons parents ensemble. On peut leur donner de la stabilité. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils sachent qu'ils sont aimés par leurs 2 parents, même si ces parents ne sont plus ensemble. Avant que je puisse répondre, Ricky est arrivé en courant. Papa, oncle Logan dit qu'il a une maison avec une piscine. On peut aller nager. J'ai regardé Jessica, qui a hoché la tête avec un sourire sincère. Ça a l'air amusant, mon grand. Qu'en penses-tu, maman? Je pense, a dit Jessica en ébouriffant les cheveux de Ricky, que l'oncle Logan va vous gâter tous les deux. C'est le plan, a crié Logan en s'approchant avec Ella sur ses épaules. J'ai 25 ans de devoir donc la rattraper. Alors que nous nous dirigions vers le restaurant, je me sentais reconnaissant que Jessica et moi puissions mettre nos enfants en premier, que nous puissions construire quelque chose de sain à partir des morceaux de ce que nous avions perdu. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de mon nouvel appartement, pas luxueux, mais à moi, avec mon nom sur le bail et tout, en train de faire du café pour Logan, qui était passé pour notre petit déjeuner hebdomadaire. C'était devenu une tradition, ces samedis matins où nous nous asseyions, parlions et construisions lentement la relation que nous avions perdue. Les souvenirs n'étaient pas revenus en masse comme dans les films. Au lieu de cela, ils s'infiltraient comme de l'eau à travers une fissure. Un éclair de reconnaissance lorsque Logan riait d'une certaine manière. Une familiarité soudaine avec l'odeur du parfum de notre mère lorsque nous avons visité sa tombe. De petits moments qui ressemblaient à un retour à la maison dans un endroit que je n'avais jamais vraiment quitté. J'ai des nouvelles, a dit Logan alors que je lui tendais son café. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle. Le règlement de l'assurance est arrivé, nous avions poursuivi la succession de Carl Brennan, non pas pour de l'argent, mais pour une reconnaissance. L'affaire civile avait été simple une fois que l'enquête du détective Riley avait fourni les preuves. La compagnie d'assurance de Brennan avait accepté un règlement qui couvrirait mes frais médicaux de l'accident d'origine et fournirait une compensation pour les 25 années de vie perdues. Combien, ai-je demandé. Assez pour recommencer correctement. Assez pour faire ce que tu veux de ta vie. Je me suis assis en face de lui, m'habituant encore à l'idée que j'avais de nouveau des choix. J'y ai réfléchi. Et je ne pense pas vouloir retourner dans le bâtiment. Je veux retourner à l'école, obtenir mon GED, peut-être suivre des cours universitaires. Je n'ai jamais pu finir le lycée. Il a souri. C'est bien. Un peu fou, mais juste. Qu'est-ce que tu veux étudier? Travail social, peut-être, ou conseil.
Je n'arrête pas de penser à toutes les personnes que j'ai rencontrées quand j'étais sans abri, des gens qui étaient passés entre les mailles du filet comme moi. Peut-être que je pourrais aider. Tu serais bon à ça, a dit Logan. Tu comprends ce que c'est que de tout perdre. Et de le retrouver, ai-je ajouté. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, buvant notre café et lisant le journal comme le font les frères, comme nous le faisions probablement avant que tout ne tourne mal. Logan, ai-je dit finalement. Ouais. Merci de n'avoir jamais abandonné, de continuer à chercher même quand ça semblait sans espoir. Tu n'as pas à me remercier pour ça. Tu es mon frère. C'est ce que font les frères. Quand même. Je sais que ça t'a coûté. Le temps, l'argent, l'énergie émotionnelle. Tu aurais pu passer à autre chose, fonder ta propre famille, vivre ta propre vie. Logan est resté silencieux un moment. Puis-je te dire quelque chose? J'ai essayé de passer à autre chose plusieurs fois. Je rencontrais quelqu'un, je commençais à sortir avec, je pensais que je pourrais peut-être construire une vie qui ne tournait pas autour de ta recherche. Mais ça n'a jamais marché. Pourquoi pas? Parce qu'il manquait toujours cette pièce. Ce sentiment que ma famille n'était pas complète. Je ne pouvais pas m'engager à construire quelque chose de nouveau alors que je n'avais pas fini de faire le deuil de ce que j'avais perdu. Et maintenant, je peux, a-t-il dit simplement. Maintenant, je sais que tu es en sécurité. Tu es en vie. Tu vas bien. Maintenant, je peux penser à l'avenir au lieu d'être coincé dans le passé. J'ai tendu la main sur la table et j'ai serré son épaule. Je suis content que tu m'aies trouvé. Je suis content que tu te sois laissé trouver. Plus tard dans l'après-midi, j'ai conduit mon taxi, que j'avais gardé en partie pour des raisons sentimentales et en partie parce que je n'étais pas tout à fait prêt à abandonner l'indépendance qu'il représentait, jusqu'au cimetière où nos parents étaient enterrés. Je leur rendais visite régulièrement, parlant aux pierres tombales comme s'ils pouvaient m'entendre, leur racontant l'histoire de leur fils et de la vie que nous construisions ensemble. J'ai mon guide d'études du GED, leur ai-je dit, assis en tailleur sur l'herbe entre leurs tombes. Logan pense que je suis fou de vouloir recommencer à 42 ans, mais je me dis que c'est mieux que de recommencer à 82, le vent bruissait dans les arbres, et pendant un instant, j'ai presque pu entendre la voix de ma mère, celle de mes rêves, me disant qu'elle était fière. J'aimerais pouvoir mieux me souvenir de vous, ai-je dit. Mais Logan me raconte des histoires et parfois, c'est comme se souvenir. Il dit que maman chantait en cuisinant. Et que papa nous a appris à changer un pneu quand j'avais 12 ans. Il dit que vous n'avez jamais cessé de me chercher, même quand la police a dit que j'étais probablement mort. Un couple est passé en se tenant la main, rendant visite à leur propre famille. Je leur ai fait un signe de tête. Une partie de la communauté des gens qui parlent aux morts parce que les vivants ne comprennent pas toujours. Je vais m'en sortir, ai-je dit à mes parents. On va tous les deux s'en sortir. Logan m'a trouvé et je l'ai trouvé et peut-être que c'est assez. Peut-être que c'est tout. En rentrant chez moi, j'ai pensé à l'étrange mathématique de la perte et de la récupération. À la façon dont 25 ans de recherche pouvaient être résolus par une application de covoiturage défectueuse et un chauffeur de taxi qui se trouvait ressembler au frère disparu de quelqu'un. J'ai pensé à Carl Brennan, qui avait emporté son secret sur son lit de mort, et au fils qui avait finalement trouvé le courage de dire la vérité. Surtout, j'ai pensé à Logan, qui avait passé la moitié de sa vie à me chercher. Mon téléphone a vibré avec un texto de sa part. Dîner demain. Je fais la recette de spaghettis de maman. Attention, je ne suis pas aussi doué qu'elle, j'ai répondu par texto, j'apporterai le dessert. Merci d'être revenu, a-t-il répondu. Je me suis garé sur ma place de parking, j'ai levé les yeux vers les fenêtres de mon appartement, ma maison, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 25 ans. Comme si j'appartenais à quelque part, comme si j'étais le frère de quelqu'un, la famille de quelqu'un, quelqu'un qui valait la peine d'être cherché. Le chauffeur de taxi qui dormait dans sa voiture avait disparu. À sa place se trouvait Ezra Westfield, un homme avec un passé et un avenir, et un frère qui n'a jamais cessé de croire qu'il valait la peine d'être trouvé. Parfois, les meilleurs voyages sont ceux qui vous ramènent là où vous avez commencé, à la famille que vous pensiez avoir perdue, au nom que vous étiez toujours destiné à porter. Une histoire puissante sur le fait de ne jamais perdre espoir et les liens incassables de la famille. Quelle est la plus longue période que vous ayez jamais passée à chercher quelque chose ou quelqu'un d'important pour vous? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de persévérance,
de liens familiaux et de seconde chance vous a ému, veuillez cliquer sur j'aime et vous abonner pour plus d'histoires émouvantes sur le retour à la maison. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.